le prochain intervenant donc, qui est Paul Buchmann, qui vient donc, du CICM, donc de Paris 8, et qui va nous parler donc, de langage Faust, de bibliothèque HOA, et donc de nouveau enfin, d'études de développement en fait, de la bibliothèque HOA en fait, développée à Paris 8. Merci Pierre, bonjour à toutes et tous. Alors je vais partager mon écran. Vous voyez bien mon écran? Oui, très bien, pas de problème. Ok. Donc merci pour cette présentation, merci à la FIM pour l'organisation de cette édition des GIM un peu particulière. Donc je vais vous présenter mon article intitulé Traitement spatial du son par décorrélation des signaux en ambisonique d'ordre élevé, qui expose en fait une partie de mon projet doctoral sur les représentations pour le traitement spatial du son, autrement dit sur les interfaces pour les traitements qui génèrent un caractère spatial au son. J'effectue ce projet doctoral depuis septembre 2020, donc ça fait à peu près 10 mois, sous la direction d'Alain Bonardi et la co-direction d'Anne Cédès au CICM, avec un financement par l'école universitaire de recherche Artec. Après une mise en contexte, je vais vous parler de mon choix. Pourquoi travailler sur la décorrélation ambisonique? Je préciserai en quoi ce traitement consiste techniquement. Et enfin, j'aborderai plus largement mon approche du design d'interface et l'interaction que cela a pu avoir avec le design du traitement lui-même. D'après mon état de l'art, les représentations utilisées au sein des outils de spatialisation intègrent principalement des représentations euclidiennes de l'espace avec des repères cartésiens. Ces représentations prennent la source réduite à un point comme objet fondamental et l'écriture de trajectoire comme opération privilégiée. Des approches complémentaires existent et notamment le projet HOA Librairie, développé entre 2012 et 2015 au CICM, dans le cadre des projets du LabEx Art H2H. Cette bibliothèque de spatialisation émane évidemment de longues années de recherche et d'expérimentation au CICM et a été développée par Pierre Guillot, Eliade Paris et Julien Colafrancesco. Elle a pour originalité, enfin, une des originalités de cette bibliothèque, c'est qu'elle a introduit dans le formalisme ambisonique des traitements audio numériques, comme la modulation d'amplitude, la granulation ou la décorrélation. Et renversant ainsi l'approche de la création d'espaces sonores, habituellement basée sur la disposition de sources ponctuelles, vers de la manipulation de variables de traitement. Ces outils ont été validés sur le plan perceptif et musical, comme en témoignent les nombreuses créations qui ont été faites avec, et les articles qui ont d'ailleurs été, pour certains, publiés au GIM, au secteur des GIM. Néanmoins, nous n'avons que peu de représentations pour manipuler, penser les traitements et les écrire. Et c'est dans ce contexte que j'ai travaillé sur la décorrélation, avec pour objectif principal de contribuer aux approches de la spatialité en musique qui ne se limitent pas à la spatialisation du son, comprise comme la localisation et le mouvement de sources ponctuelles. Donc pour ce faire, j'utilise une méthodologie basée sur une boucle itérative alliant développement d'esquisses d'interface à des expérimentations au studio de décession de la Maison des sciences de l'Homme Paris Nord, qui comporte un dôme de 16 haut-parleurs. À partir du moment où j'aurai assez avancé les esquisses, je les mettrai à l'épreuve dans des pièces personnelles, et notamment dans un spectacle hybride entre musique et théâtre intitulé Quid musique d'exploration. Il s'agit d'un duo de musiciens électroniques duquel je fais partie et qui est mis en scène par la compagnie Les Temps Blancs, avec le soutien des ateliers Médicis. D'autre part, je vais travailler une pièce mixte à partir de janvier 2022. En parallèle, je travaille à la mise en place d'une collaboration avec le département de création du CRR d'Aubervilliers, le Conservatoire rayonnement régional d'Aubervilliers, afin de constituer un petit groupe d'élèves avec lequel j'échangerai tout au long de l'année 2021-2022 pour leur proposer d'utiliser mes interfaces et voir comment ils les prennent en main, comment cela peut interagir avec leur pensée musicale de l'espace. Et pour boucler ce point sur la méthode, je travaille essentiellement autour des traitements de la bibliothèque HOA, écrits en Faust et rassemblés dans la bibliothèque ABC-Lib, ainsi qu'avec JavaScript pour coder les interfaces dans l'objet JSUI de MaxMSP.
pourquoi travailler sur une approche du caractère spatial du son par traitement, et notamment par traitement et par décorrélation des signaux, tel que ça a été proposé par les développeurs d'HOA dans l'héritage des travaux de Gary Kendall et d'Horacio Vagione. La décorrélation ambisonique a deux variables, le facteur de diffusion et la fenêtre de décorrélation. Il me semble que l'intérêt musical principal de ce traitement est la possibilité, en manipulant une seule variable, le facteur de diffusion, de passer progressivement, dans le cas d'un encodage d'une source mono, et je reviendrai sur ce point, d'une source localisable et ponctuelle à une source diffuse et immersive. D'autre part, je trouve intéressant de développer une pensée de l'espace qui ne se limite pas à une somme de sources ponctuelles. Ça ouvre à la fois des portes conceptuelles sur la création d'espaces sonores, mais aussi opérationnelles, des possibilités de composition. Autrement dit, cela donne des nouvelles manettes, comme le dirait Horacio Vagione. Qu'est-ce que la décorrélation des signaux en ambissonie d'ordre élevé? Alors tout d'abord, je me dois de faire un petit détour par l'ambissonie, et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le résumé succinct que je vais en faire pour cette présentation. Je pense que c'est vraiment un rappel pour la plupart d'entre vous. Le format B et le modèle étendu aux ordres élevés sont un ensemble de techniques d'enregistrement synthèse de champs sonores basées sur la décomposition du champ acoustique en harmonique sphérique pour une décomposition en 3D ou circulaire pour de la 2D. Basée en 3 étapes, l'étape d'encodage du champ sonore capté, dans le cas d'un enregistrement ou qu'il eût été possible de capter, dans le cas d'une synthèse, une étape d'optimisation pour une situation d'écoute et une étape de décodage pour calculer les jeux de gain envoyés au système de diffusion. Après l'étape d'encodage, le champ sonore est décrit dans une représentation intermédiaire, avec un nombre d'harmoniques dépendant de l'ordre d'encodage, s'il s'agit d'un encodage 2D ou 3D. Les harmoniques sphériques ou circulaires sont organisées en degrés et en ordre azimutal. Et la décorrélation dans ce formalisme consiste en l'incursion de retard, de lignes à retard, entre les signaux post-encodage. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, montrant un schéma fonctionnel de la décorrélation, de haut en bas, nous avons une source mono, une étape d'encodage de la source en 2D, avec n l'ordre d'encodage et θ l'azimut de la source. Les signaux x0 jusqu'à xi max correspondant aux signaux associés aux harmoniques circulaires. Puis nous avons des lignes à retard avec un temps de retard proportionnel au produit d'un coefficient attribué à chaque harmonique par la fenêtre de décorrélation. Puis nous avons une étape de décodage. Dans la version originale proposée par les développeurs d'HOA, chaque harmonique se voit attribuer un coefficient de plus en plus important à mesure que le degré et l'ordre de l'harmonique augmentent, suivant la règle que vous allez voir sur cette diapositive en haut à gauche. Chaque harmonique a un numéro associé i et un coefficient correspondant au rapport de i avec le nombre total d'harmoniques, de telle manière que dans le cas d'une décorrélation à l'ordre 2, par exemple, l'harmonique 0 se verra attribuer un coefficient de 1/5, et le retard appliqué sera le produit du coefficient avec la fenêtre temporelle de décorrélation. L'harmonique 1-1 aura un coefficient de 2/5, l'harmonique 1-1 3/5, etc. La fenêtre de décorrélation correspond donc au temps de retard maximum appliqué aux signaux, et le facteur de diffusion est un paramètre qui permet de déterminer le nombre d'harmoniques auxquelles nous appliquons un temps de retard, de sorte que si le facteur est à 0, aucune harmonique n'est retardée, et si le facteur est à 1, elles sont toutes retardées, proportionnellement au produit de la fenêtre temporelle par le coefficient. Et voilà où s'arrête le travail que j'ai pris en main. Et mon travail s'est développé à partir de là en 2 axes. D'une part, l'exploration du traitement à la fois sur le plan perceptif, comment ça sonne, et sur le plan technique, pourquoi ça sonne comme ça sonne, afin de proposer des interfaces pour les manipuler. Donc voici l'interface sur laquelle je travaille. J'ai représenté la distribution des retards appliqués aux signaux dans une inspiration aux représentations que nous pouvons trouver dans les interfaces de reverb, sauf qu'il n'y a pas de représentation d'amplitude. Sur cette diapositive, nous sommes dans une situation avec un encodage en 2D à l'ordre 7, donc avec 15 harmoniques, donc 15 lignes à retard. Et nous pouvons voir à gauche, enfin sur la gauche, en rouge, les temps de retard appliqués aux 15 signaux associés aux harmoniques. À partir de ce premier essai, je me suis dit que cela pouvait être intéressant que l'utilisateur puisse manipuler des types de distribution de retard.
Et comme vous pouvez le voir, j'ai donné la possibilité de changer le type de distribution avec des fonctions de référence ou à la souris en venant manipuler les segments rouges. Lorsque l'on manipule le facteur de diffusion, cela change le nombre d'harmoniques retardées. Les segments correspondant aux harmoniques retardées s'affichent en rouge et les non retardées s'affichent en gris, comme vous pouvez le voir. Je vous propose d'écouter un extrait, une petite démonstration. J'ai fait le choix de vous faire écouter quelque chose, bien que ça trahisse un peu l'approche que je propose, parce que c'est un décodage en binaural, alors que ce traitement est vraiment pensé pour une diffusion dans un dispositif immersif. Mais il me semble que c'est important pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc vous allez entendre différentes situations de décorrélation sur un échantillon de Pitts-Bartok de contrebasse, avec une comparaison entre le binaural et du mono. Et aussi avec une nouvelle variable qui est arrivée, le feedback. Voilà, donc la version cette version de la décorrélation est disponible sur le GitHub de la bibliothèque ABC Lim. Donc je vous mettrai
le lien dans la conversation. Là, il y a quelques éléments là, que je trouve intéressants. Évidemment, sur la fin, je vous ai fait écouter différentes distributions de retard et évidemment, ça engendre des figures rythmiques. Et ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir passer, en manipulant la fenêtre de décorrélation, de pouvoir passer d'opérations qui sont de l'ordre de génération de figures rythmiques à des opérations qui sont plutôt de l'ordre du filtrage. Et donc après ça, j'ai mené une exploration de la réponse perceptive de la fenêtre de décorrélation afin d'établir des fonctions de mapping qui pourraient être les plus adéquates à utiliser lorsque j'interfacerai cette variable. La réponse perceptive de la fenêtre temporelle de décorrélation, qui est donc le temps de retard maximum appliqué aux signaux, est en partie analogue à la réponse perceptive d'une ligne à retard. Curtis Rhodes, dans Microsound, décrit la réponse de la ligne à retard avec 4 qualificatifs: l'altération spectrale entre 0 et 10 millisecondes, le décalage de l'image spatiale entre 10 millisecondes et 50 millisecondes de temps de retard, le décalage des attaques, qu'il appelle Tape Head Echo, donc écho de tête de lecture, entre 50 et 100 millisecondes, puis de l'écho. Dans le cas où le facteur de diffusion est au maximum, donc quand toutes les harmoniques sont retardées, la réponse perceptive de la décorrélation croise ces valeurs. Seulement, si nous manipulons la fenêtre temporelle de décorrélation avec un slider ou avec un bouton tourneur, les plages de valeurs correspondant aux différents types de réponses ne sont pas équivalentes. Pour illustrer ce point, voici la deuxième esquisse d'interface avec laquelle je travaille, notamment pour écrire le comportement des 3 variables de la décorrélation dans le temps. Il s'agit d'une interface avec 3 degrés de liberté, qui sont la position des points sur la première courbe, leur colorimétrie, et la position des points sur la deuxième courbe, avec un tracé depuis l'origine et un jeu de transparence qui m'a semblé permettre de bien différencier les 2 plans. Donc cette interface est exécutable avec un message play, et le temps de lecture est variable, donc ça correspond comme à une portion de partition, une petite portion de partition, et on peut changer le temps d'exécution, soit dans l'inspecteur, soit avec une boîte nombre en envoyant un message. Et si nous projetons les 4 qualificatifs que Curtis Rhodes définissait, donc filtrage, altération de l'image spatiale, etc., sur cette interface, et que nous souhaitions, par exemple, écrire le comportement de la fenêtre temporelle avec les points sur la première courbe, voici quelle proportion serait laissée à chacune des 4 qualificatifs. Donc à partir de là, j'ai testé différentes fonctions de mapping que voici. Parce que dans un premier temps, j'ai plutôt cherché à trouver une fonction optimale, notamment en cherchant le seuil différentiel sur l'intégralité de la variable, entre 0 et 1 seconde. Et j'ai fini par me dire que ça pouvait être intéressant de laisser le choix des fonctions de mapping ouvertes aux utilisateurs et utilisatrices, dans la mesure où chaque compositeur-compositrice a des recherches musicales différentes et que cela ne nécessite pas forcément la même précision dans chaque plage de valeur. Si par exemple une compositrice travaille finement l'écriture du filtrage, alors qu'un compositeur travaille rapidement les différences d'écho ou les figures rythmiques que ça pourra engendrer, ça ne nécessitera pas la même fonction de mapping. Et ce dernier point est un point un peu central de ma thèse, c'est-à-dire que je travaille sur des représentations qui sont modulaires, c'est-à-dire qui peuvent être soit interconnectées, soit modulées par les utilisateurs et utilisatrices, afin qu'ils puissent les utiliser vraiment au plus près de leur pratique et qu'ils ne soient pas enfermés dans des paradigmes opérationnels. Et pour conclure cette présentation, je dirais que ce travail donc, fait partie de mon projet de recherche plus large sur les représentations pour le traitement spatial du son, avec une approche de recherche-création et une posture indisciplinaire, au sens où je vais chercher vers plusieurs disciplines, à la fois le design d'interface, à la fois le développement de traitement audio numérique, à la fois la composition, pour mettre à l'épreuve mes hypothèses. Et tout ça dans un but de participer et de contribuer aux approches de la spatialité qui ne se limitent pas à la spatialisation orientée source.
Cette première étape autour de la décorrélation me semble souligner la relation complexe entre le design d'interface, le traitement audio numérique, la perception de l'espace et la pensée de l'espace en musique. Et après ça, je vais me diriger vers d'autres traitements, la modulation d'amplitude, puis après je travaillerai sur la granulation en ambisomie avec une méthodologie similaire. Donc je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour échanger. Voici donc le QR code qui vous amènera sur la bibliothèque ABC Lib, sur laquelle est rassemblés les différents traitements de la bibliothèque HOA. Merci. Merci beaucoup, Paul. Nous avons un petit peu de temps pour des questions. Alors, Yann. Oui, merci Paul, c'était très intéressant et personnellement, voilà, je trouve vraiment bien de proposer une alternative à la spatialisation de sources ponctuelles. Est-ce que tu penses que cette approche pourrait être euh, euh, contrôlée aussi par le contenu spectral des sources? Est-ce que tu as une idée de comment ça pourrait être fait, de façon à avoir des spatialisations qui évoluent dans le temps, qui bougent toutes seules en quelque sorte, grâce au contenu spectral des sources? Oui, alors il me semble, parce que du coup, en faisant mon état de l'art, j'ai aussi cherché toutes les approches de la spatialisation qui se faisaient, et qui étaient un petit peu, non pas hétérodoxes, mais voilà, qui ne se limitaient pas à la spatialisation de sources ponctuelles. Et il me semble que David Kimboyle a pas mal travaillé sur soit une approche granulaire, soit une approche spectrale. Et il n'est pas le seul. Je crois qu'Alain aussi a travaillé sur une approche spectrale. Il existe aussi des synthétiseurs qui permettent, notamment pour la synthèse additive, de diffracter un peu dans l'espace les différents partiels. Mais c'est vrai que là, dans le cas de la décorrélation, ça pourrait être intéressant de faire un suivi spectral de la source et d'utiliser ces informations pour moduler en temps réel les paramètres du traitement. Moi, je pense que ce serait faisable et intéressant. Ça me donne envie d'essayer. Merci pour la remarque. Non, non, mais tu nous diras, je serais curieux d'écouter. Oui. Ouais. Alors, on a le temps encore un petit peu pour d'autres questions. Alors moi, du coup, j'avais envie d'en poser une par rapport à l'interface. Est-ce que, j'imagine, vous avez prévu de tester l'interface par des compositeurs ou même des performeurs, parce qu'on pourrait très bien imaginer ce type d'interface dans des situations d'improvisation, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous avez prévu par rapport aux interfaces qui sont habituellement utilisées par les compositeurs et voir un petit peu la plus-value de votre interface? Oui, tout à fait. Alors, du coup, ça fait un peu partie du coup, de ma méthodologie de recherche. En fait, j'ai deux types de tests. Le premier, c'est sur moi-même. En fait, là, les esquisses d'interface, je les développe, puis je vais en studio et je les essaie et je recommence, voire même je développe en même temps que j'essaie. Et ensuite, je vais les mettre à l'épreuve dans des créations personnelles. Et ensuite, du coup, là, je vais les proposer aux élèves de DEM du département de création du CRR 93, mais plutôt avec un suivi d'un petit groupe. J'espère constituer un groupe de 3 élèves avec un double objectif, donc voir un peu comment ils les prennent en main, en servir un peu comme une base de bêta-testeur, mais aussi et surtout pour explorer la relation qu'il y a entre donc les représentations qu'ils manipulent et leur pensée de l'espace. Et voir si ces propositions d'interface que j'espère originales peuvent influencer ou
interagir avec leur création. Donc, et je vais commencer à travailler ça à partir du mois d'octobre, là, dans le cadre de masterclass et d'ateliers. Mais voilà, plutôt avec des étudiants. Et ensuite, j'espère pouvoir, à partir de la rentrée 2022-2023, faire aussi des ateliers à Paris 8. Voilà, encore une fois avec des étudiants. D'accord, oui, parce que autant ce type de traitement est très, pour un musicien, j'imagine, très complexe à comprendre en fait, en réalité. Autant par la manipulation, on saisit tout de suite ce qui se passe et dans l'espace, la manière dont les éléments s'organisent dans l'espace, dans le temps, comme vous l'avez expliqué. Et c'est vrai qu'en manipulant, c'est bien plus simple de comprendre en fait, que via les explications qu'on a habituellement, qui pour les musiciens sont très complexes. Tom, une question? Oui, je voulais juste dire déjà bravo, c'est assez convaincant et l'effet très organique et très agréable à écouter. Et en plus, c'est des premières fois que j'ai entendu en stéréo par Zoom, donc il y a quelque chose qui s'est bien passé. Et c'était juste pour voir, là, voilà, tu avais dit que tu allais le mettre donner le lien, donc c'est des outils qu'on peut déjà essayer, c'est partageable, parce que j'aimerais bien essayer. Oui, tout à fait. Alors, pas encore les interfaces, mais les codes sont disponibles dans la bibliothèque ABC, dont Alain parlera demain. Je vous mets le lien quand même du GitHub là, dans le chat. Donc, c'est une bibliothèque qui rassemble une vingtaine d'années de recherche et d'expérimentation autour de la musique mixte, du traitement et de la synthèse, et notamment les traitements d'Ashwa Librairie que Alain a entamé depuis, il me semble, 2019 ou 2020. Voilà, enfin, il en parlera demain. Et moi, j'ai contribué à la partie sur la décorrélation et qui est disponible là et accessible. Voilà. Ok, merci. On a quelques minutes encore pour une dernière question, et puis sinon on va faire une pause juste avant le concert qui a lieu à 17h30, me semble-t-il. Absolument. Peut-être pour répondre un petit peu à ta question, Yann, aussi, tout à l'heure, il y a une pièce d'Anne Cédès, c'est dommage qu'elle ne soit pas là pour en parler, pour violoncelle et traitement électronique ambisonique, où Anne utilise la décorrélation et le facteur de décorrélation est modulé par un pick-amp, donc une mesure de l'amplitude du violoncelle. C'est très efficace. Sur un instrument comme le violoncelle, ça marche très très bien en fait. Oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. Ouais. Moi, je sais que j'ai utilisé aussi le fait d'avoir une trajectoire pour une source sonore, et puis d'automatiquement avancer dans la trajectoire à chaque fois qu'il y a une attaque, par exemple, sur cette chose-là. Et du coup, voilà, ça permet. Voilà, c'est intéressant de corréler avec la morphologie du son, des effets de spatialisation, des déplacements, des choses comme ça. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour cette session. Merci encore, Paul. Merci à vous. Pour cette présentation très claire